Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va faire une analyse principalement du dollar et on va essayer d'évoquer quelques points au niveau chartiste, etc. Un petit peu comme d'habitude. On va analyser le petit rebond qu'on a actuellement et puis on ira faire un tour du côté d'Ethereum, bien entendu comme d'habitude, et on terminera par du Glassnode. Donc c'est assez chargé, donc je ne perds pas de temps. J'en profite pour dire à ceux dont le contenu peut plaire de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Voilà, on est à peu près 500 personnes qui parlent autour des cryptos tous les jours et je poste tous les matins une analyse de momentum dessus. Donc ici on est sur le BTC face au dollar, on va se mettre en daily. Qu'est-ce qu'on a éventuellement pour moi dans les possibilités là de rebond qui s'offrent à nous? Et bien tout simplement je dirais que on a des bonnes chances de venir faire un bisou à la droite rouge que vous voyez ici, là celle-ci. Venir faire un bisou à la droite rouge qui va potentiellement agir comme une résistance et également cette droite blanche que vous voyez ici qui est une résistance aussi. Si jamais on respecte la temporalité, on devrait le faire aujourd'hui, c'est-à-dire potentiellement venir toucher les 20 761 et puis ensuite éventuellement se retourner vers une dernière vague. On s'attendait ici à 3 vagues, mais parfois on a des corrections un petit peu plus complexes. Là en l'occurrence, si jamais on devait faire un décompte Elliott, ça serait une correction qui est une triple correction, c'est-à-dire 3 corrections de 3. Alors je vais pas rentrer dans les détails à fond, mais globalement ici on aurait une zigzag en ABC, ici on aurait une flat en ABC aussi, et ici on aurait une nouvelle zigzag, donc ça nous donnerait effectivement le retour ici, et après potentiellement venir taper soit les 19, soit autre chose. Si jamais ce scénario-là se met en place, et là vous comprendrez que ça fait beaucoup de si, mais globalement on devrait avoir ici donc ce retracement qui vient jusque là, et ensuite une target autour des 18 500 $, ça voudrait dire perdre ce gros support ici, ou en tout cas temporairement venir éventuellement chercher la liquidité sous ces creux là, ce qui serait vraiment une très bonne chose au sens où quand on regarde la heatmap, et là du coup j'attaque sur le sentiment, on voit que on a quand même ici des liquidités de longueur, shorter en levier à éventuellement venir prendre de ce côté-là. Alors on en a jusqu'à 17,2, mais globalement venir nettoyer un petit peu là-dessous serait pas mal. Et vous voyez qu'à 18,4, 18,5, on attaque cette deuxième barre. Donc du coup voilà, ça pourrait ici donner du sens. Et puis ensuite on viendrait potentiellement nettoyer les 25 comme suit. Ça c'est le scénario privilégié sur la chaîne pour l'instant. Et je vous avais parlé bien entendu d'une possibilité éventuellement d'aller aux 14 000. Pour l'instant c'est pas ce qu'on voit dans le radar, en tout cas c'est pas ce qu'on privilégie comme scénario, et comme je vous le rappelle, ça fait un bon moment qu'on est dans cette idée que on va partir des 17,2 pour rebondir aux 30. Donc du coup, pour l'instant, voilà, on est tout à fait encore dans la possibilité de ce scénario, c'est-à-dire tout simplement, encore une fois, je vais parler d'Elliott, donc c'est un peu du latin, vous n'allez pas aimer, mais globalement faire quelque chose qui ressemble, si on va au 18,5 ici, quelque chose qui ressemble à ça et qui en termes de pattern serait très joli, voilà, c'est-à-dire une ABC comme ceci, qui terminerait une 4 et ensuite on aurait une 5 baissière, on serait rejeté par cette droite rouge, on aurait une 5 baissière et pour le moment, on ne peut pas vraiment savoir où elle va s'arrêter, on peut avoir des objectifs, mais potentiellement on peut imaginer qu'elle vient soit égaler ce plus bas là, soit tout simplement le péter. Et là, pour le coup, les 14 000 seront une très bonne target. Mais pour le moment, on est toujours un petit peu dans cette idée que potentiellement on aura un rebond aux 30 000. Si on veut un rebond aux 30 000, vous comprendrez qu'il faudra un bon CPI, donc un chiffre d'économie américaine qui soit bon. Ces chiffres ralentissent ici, et c'est la narration pour moi principale en ce moment, c'est-à-dire que l'inflation est bien entendu la seule grosse narration à suivre. Et vous voyez que là, on a eu une inflexion une baisse de l'inflation aux États-Unis d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre, globalement en 12 mois décalés, voilà. Et l'idée ici serait d'avoir une deuxième fois, donc on aura ce chiffre le 13 septembre. Si jamais on a un deuxième trimestre, un deuxième mois baissier, tout simplement sur le CPI, le 13 septembre à 14h30, on aura l'annonce de ce chiffre. Si il est baissier lui à nouveau, c'est-à-dire qu'on continue cette trend, on a de très bonnes chances ici d'aller faire ce fameux rebond aux 30 000. Donc on aurait un mois de septembre qui serait plutôt bon. Alors c'est pas, en général sur les marchés c'est pas courant, les mois de septembre sont plutôt dégueulasses puisque tout le monde rentre de vacances, prend ses profits et puis ensuite reconstitue un petit peu ses portefeuilles pour le dernier trimestre de l'année. Mais là en l'occurrence on est tellement dans cette narration de l'inflation que ça pourrait être tout à fait quelque chose de possible. Donc ça c'était pour Bitcoin. On va maintenant aller sur Ether.
Ether, on avait parlé d'un potentiel rebond au 1007, je crois, hier. Donc voilà, c'est pareil, on reste tout à fait dans les tuyaux. Bien entendu, là-dessus, il faut surveiller le momentum. Pour le moment, moi, je vois un momentum en daily qui est plutôt bon. Potentiel pastille d'achat ici sur le Cypher. MACD qui ralentit, donc qui repart éventuellement en croisement bullish. Le stochastique ici qui sort et qui rentre dans la zone de neutralité pour éventuellement venir faire un tour alors qu'il a pas mal rampé en bas. Vous le voyez, le stochastique là qui se réveille et qui pourrait potentiellement venir visiter. On a, je pense, aussi sur le RSI une cassure de trendline, vous le voyez là, c'est la bleue qui est ici. Donc voilà, on avait cette trendline qui était baissière, elle n'est pas très bien posée là pour le daily, mais ça donnait quelque chose comme ceci. Et en l'occurrence, ici on a une cassure hier, et là aujourd'hui on est en cassure. Donc soit, et ça vous comprenez qu'aujourd'hui on aura en daily réellement que la tendance en fait, on l'aura à 2h du matin à la clôture, hein, BTC clôture ses bougies daily à 2h du matin, puisque GMT, nous on est GMT plus 2 si vous préférez. Donc du coup, là on pourrait avoir aussi un rejet. Si là on a un gros drop dans la journée et qu'on tombe au 1003, 1002 sur Ether, bien entendu tout ça s'affichera plutôt comme un échec que comme une... Et globalement, si je vous fais l'analyse de momentum ici, par contre en 12 heures, la trend elle est clairement cassée, hein, là c'est plutôt joli, ça c'est bien, là on est en 12 heures. Toujours sur le RSI. RSI, on a ici une pastille d'achat sur le Cypher. Le stochastique qui commence à arriver en haut, donc attention à ça. Quand il est en haut, on aime bien qu'il y reste. En 6 heures, même chose, on a le stochastique qui est en haut. Léger croisement là, donc on a un ralentissement ici de toutes ces tout ce qui se fait au niveau achat. Donc ça, on le suivra particulièrement bien sûr. On avait eu un croisement bullish ici. Est-ce la fin de ce mouvement, de ces quelques bougies de hausse là ici, 1, 2, 3, 4, donc 24 heures de hausse en 6 heures ou pas? Et ben c'est bien entendu le momentum 6 heures qui va nous le dire. Donc personnellement, moi ce que j'aime bien faire, c'est chercher ce type de signal, et puis tout simplement là je fais un clic droit sur le stochastique et puis je lui dis sors-moi une alarme au croisement par exemple des 80, ou quand il y a un vrai retournement baissier. Donc vous pouvez lui dire ici croisement, vous pouvez lui dire progression vers le haut, progression vers le bas, bref vous pouvez analyser une alerte bien entendu et mettre des alertes sur des indicateurs également. Donc là, voilà, on s'attendra plutôt à un retracement autour des 1007, j'avais dit. C'est-à-dire qu'en gros, sur Ethereum, ça nous donnerait une flat. Hop, comme ceci. Alors, on pourrait être légèrement en dessous des 1007 si jamais on fait une flat un petit peu penchée. Je m'explique, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble plutôt à ça. Voilà, globalement une correction parallèle ici, un petit peu en descente comme ceci. Là, on a pas mal de pentes ici, hein, vous le voyez que ça... C'est assez bas ici pour une flat. On aimerait bien qu'une flat, elle fasse vraiment quelque chose de flat, hein, tout simplement, quelque chose plus comme ça. Mais voilà, c'est un scénario qu'on peut garder ici dans les mirettes pour éventuellement voir ça. Si jamais c'est pas le cas, tout simplement, ça voudrait dire qu'ici, on a fait une ABC qui était en zigzag, qui a terminé ses objectifs autour des, vous le voyez ici, 0,618, légèrement au-dessus. C'est très faible. On s'attendrait plutôt à avoir une 4 qui descend un petit peu en dessous. D'où cette idée qu'on est plutôt dans une correction complexe et qu'éventuellement, on pourrait avoir un rebond 1007 ici sur Ethereum, par exemple, pour redescendre au 1280. Ça serait ça l'idée, et ensuite on repart assez fort. On est désormais à 6 jours de la première étape de The Merge, donc autour du 6 septembre, il va y avoir l'étape qui s'appelle Bellatrix, où les deux chaînes vont fonctionner en même temps. Et puis ensuite, entre le 10 et le 20 septembre, c'est un numéro de bloc, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas donner de date exacte sur The Merge. Entre le 10 et le 20 septembre, il y aura un certain bloc, tout simplement le Proof of Work, qui va ne plus être rentable du tout, puisqu'il va y avoir une bombe de difficulté qui va éclater pour les mineurs, et donc du coup, bien évidemment, tout le monde va à ce moment-là passer sur le Proof of Stake. Voilà pour l'analyse, on va dire, chartiste. On va faire les news maintenant. Au niveau des news, pas énormément de choses. Ici, vous voyez les stocks qui augmentent, le dollar qui diminue. On va d'ailleurs parler du dollar, et je ferai peut-être l'analyse Glassnode du coup demain, sinon ça risque de faire une analyse un peu longue. On va voir ça, on va voir où j'en suis. Et on va parler du dollar ici. Globalement, je vois beaucoup de gens ici qui disent suivez le dollar et vous aurez une relation inverse avec le Bitcoin. C'est relativement vrai, mais il y a des bien meilleurs indicateurs que ça, et notamment moi j'utilise énormément la stablecoin dominance, vous le savez. Ici, je vous ai mis les 3 charts tout simplement pour voir si les corrélations sont vraies, et j'ai utilisé des repères temporels, notamment des repères temporels ici quand moi j'ai construit là donc cet indicateur de stablecoin dominance. Vous avez la formule sur le Discord si vous voulez le faire aussi, mais globalement on a un canal haussier ici qui est assez évident. Ça, c'est l'adoption tout simplement des stablecoins depuis 2018, et les stablecoins sont de plus importants dans l'écosystème, on va dire, crypto.
Alors là, en l'occurrence, j'ai pris que Tether et USDC, mais bon, on pourrait ici rajouter DAI, voilà, pas mal de choses. Et globalement, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'à chaque fois qu'on tape le haut du canal, eh ben, Bitcoin trouve un plus bas. Là, donc vous avez la stablecoin dominance en haut et Bitcoin en bas. À chaque fois qu'on tape le bas du canal, Bitcoin termine un bull market. À chaque fois qu'on remonte en haut du canal, on a une sorte de bear market, ou en tout cas une vague de baisse. Ici, par contre, on a effectivement une hausse de la stablecoin dominance avec également une hausse du BTC. Donc là, la corrélation n'était pas bonne, juste dans ce carré-là, celui que vous voyez ici. Et globalement, ça s'explique comment? Ça s'explique tout simplement qu'après Covid, on a eu une impression de tether énorme parce que les institutionnels, les gros financiers voulaient du stablecoin de manière à pouvoir ici rentrer en fait. L'idée c'était de trouver un point d'entrée sur BTC, point d'entrée qui a été trouvé sur tout ce plateau là, ce plateau d'accumulation. Et puis ensuite on est parti. Donc là c'est pareil, vous avez un gros bull run sur Bitcoin et la stablecoin dominance qui vient trouver ses plus bas. Ici, même chose, vous avez la stablecoin dominance qui revient chercher le haut du canal et Bitcoin qui fait sa correction, celle de l'été dernier, il y a un an. Ensuite, hausse sur Bitcoin, en même temps qu'on a une stablecoin dominance qui vient chercher le bas du canal. On remonte ici en haut du canal et ça nous a donné le point bas qui est ici. Où est-ce qu'on en est globalement en ce moment? On est en train de se rediriger tout simplement vers le bas du canal, mais on a un potentiel rebond, c'est ce que j'avais expliqué hier, un potentiel flag ici qui pourrait nous emmener à une nouvelle fois vers le haut du canal, un petit peu sur le modèle de ce qu'on avait fait ici, là, vous voyez, c'est-à-dire qu'on pourrait refaire une toute dernière visite du bas du canal, c'est-à-dire tout simplement ici, un double bottom. On verra comment ça se construit, mais c'est pour ça, vous le voyez, que moi, j'adore suivre la stablecoin dominance plutôt que le dollar. On va faire la même chose sur le dollar. Ici, on a un dollar qui latéralise et un Bitcoin qui est en bull run, donc pas de corrélation pour moi. Ici, on a un dollar qui latéralise à nouveau avec une grosse chute à la fin, puis une énorme augmentation, et pour le coup, c'est ce que fait Bitcoin, donc la corrélation inverse, elle est respectée ici. Ici, corrélation inverse qui est respectée aussi. Ici, corrélation inverse qui est plutôt respectée aussi. Ici, latéralisation du dollar, vous le voyez sur la charte, et un Bitcoin qui descend, donc pas de corrélation pour moi. Ici, un dollar qui augmente et un Bitcoin qui augmente, donc corrélation pas du tout, enfin corrélation positive, donc pas du tout inverse, donc c'est pas bon. Ici, jolie corrélation inverse en revanche depuis octobre 2021. Et puis là, on a quelque chose qui ressemble effectivement à de la latéralisation sur le Bitcoin, mais par contre une hausse sur le dollar, donc pas de corrélation pour moi. Donc vous voyez que je trouve, moi personnellement, que plutôt que de suivre l'indice du cash global dans sa globalité, suivre l'indice du cash en crypto, c'est-à-dire la stablecoin dominance, est bien plus pertinent que de suivre le dollar. En tout cas, c'est mon avis. Le dollar aussi, ici, on le regarde par rapport à un panier de devises, c'est-à-dire qu'on a l'euro, le yen, le pound, la couronne suédoise, le franc suisse et le dollar canadien, mais c'est forcément oublié ici le yuan. Alors en gros, dollar est plutôt bull par rapport au yuan en ce moment, si j'arrive à le retrouver dans mes devises. Donc le dollar est plutôt bull par rapport au yuan en ce moment, donc ça tient un petit peu, ici l'esprit est respecté, on va dire, mais cependant, je vais essayer plutôt par là, voilà, ça va être plus simple pour pas refaire toute la config. J'ai un petit peu de mal aujourd'hui à retrouver mes souliers, voilà, USD, et vous voyez que le dollar est plutôt vraiment dans une logique plutôt bull par rapport au yuan. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est tout simplement sur des time frames un petit peu longues, donner un sens ici au dollar pour le yuan. Est-ce que ça c'est haussier ou est-ce que c'est baissier? Pour l'instant, sincèrement, ça paraît difficile à dire. Il faudrait plus d'historique, même déjà là, on s'arrête en 2012, c'est dommage. Il faudrait plus d'historique pour éventuellement aller suivre ça. Voilà, je pense qu'ici on aurait pu dire que là on a quelque chose qui ressemble quand même relativement à une flat et que on est peut-être sur des points ici où le dollar pourrait corriger par rapport au yuan. C'est pas ce que nous disent les taux, au sens où les États-Unis sont plutôt en train, on va dire, d'augmenter les taux, alors que les Chinois sont plutôt en train de baisser les leurs. Donc en l'occurrence, on risque d'avoir ici quelque chose tout simplement qui continue un petit peu à monter jusqu'à ce qu'il y ait un pivot de la Fed et que on soit sur la relation inverse, c'est-à-dire que ça soit totalement inversé de ce côté-là. L'économie chinoise ici qui est un petit peu dans une forme de difficulté par rapport au secteur tout simplement de l'immobilier et ce genre de choses, difficultés qui ont été créées par beaucoup de contractions également, et vous le comprenez ici aussi, comment dire, c'est pas toujours, je vais pas aller trop loin, je ferai peut-être un point demain là-dessus sur tout ce qui est
le dilemme de Triffin, etc. Le fait que quand vous avez besoin que le dollar étant la plus grosse réserve de change aux États-Unis, ça crée des problèmes pour le reste du monde, mais aussi pour les États-Unis. Je pense que demain la vidéo sera là-dessus, donc sur le dilemme de Triffin. Voilà, on a fait le point là sur les news, hein, c'est pour ça que j'ai dérivé complètement sur les devises, mais c'est pas grave. Le point sur le sentiment dorénavant, le carnet d'ordre au spot. Globalement, les premiers gros ordres de vente se trouvent au niveau des 21. On a ici des ordres de vente également. Oui, tout est à 21 et un petit peu à 20 800. Donc ça pourrait aller dans le sens de ce que je disais. Je vois beaucoup de shorters aussi éventuellement dans les futurs rentrer tout simplement à 21 800, à 20 800 pardon. Donc du coup, ça pourrait nous donner du jus pour aller peut-être un petit peu plus haut cette histoire. C'est vraiment pas sûr. On voit quand même ici une perte de momentum en 6 heures. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est vraiment pas quelque chose de sûr pour le moment. Ici, on est sur les options donc du coup au 2. Avec un max pain price à 22 000. On va essayer juste quand même de faire le reset, le refresh, pour voir si on est bien sur le bon chiffre. 21 000 dorénavant. Donc vous voyez, il est descendu. Chiffre qui est descendu à 21 000 et c'est à peu près le prix auquel on est. Voilà, ça nous emmènerait pour vendredi à ce prix-là peut-être. Voilà, les niveaux d'options sont pas énormes. Globalement, on est sur une option de début de mois, donc en général, vraiment, on est sur des tout petits niveaux. Un put call ratio qui est à 1,34, donc ça veut dire qu'on a plus de put que de call. Donc ça veut dire que c'est relativement bearish au niveau de la structure sur les les options. Voilà, à voir sur quoi on va terminer là pour ce coup-là. Les marchés en levier, vous savez qu'on aime bien nous faire un point en 5 minutes, en time frame 5 minutes, pour tout simplement essayer d'avoir des niveaux un peu plus précis que juste il faut prendre ce niveau, etc. Enfin, regarder les plus hauts et les plus bas et dire qu'il faut prendre ce niveau-là et ce niveau-là. On avait identifié 2 niveaux de short assez importants, ils ont été pris dorénavant. On avait rajouté ce niveau de short ici, vous le voyez, puisque là on avait quelque chose à prendre également. 2 niveaux de longue qui n'ont pas été pris pour le moment. Ici, on a une hausse de l'open interest avec un funding qui descend. Donc, on aurait pu rajouter hier soir un niveau de short à ce niveau-là. Vous voyez qu'il a été pris depuis. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a du deleveraging. Donc là, du coup, vous voyez beaucoup de contrats qui se ferment. Le tout avec une remontée quand même du funding. Donc, ça veut dire que certains longueurs sont rentrés sur ce mouvement-là. Ici, donc là on va rajouter un niveau de long à prendre ici. Ensuite, globalement l'open interest monte avec un funding qui monte aussi, donc on aurait aussi un niveau à mettre par ici. D'ailleurs on va même plutôt mettre ce niveau là ici tout simplement, voilà, pour avoir quelque chose de plutôt ici, même chose, on a un funding qui augmente, etc. Donc on commence à avoir du longueur qui rentre là dans cette idée là. Globalement, si on devait mettre un point, je le mettrais par ici moi personnellement. Et puis ensuite ici on a un open interest qui augmente, un funding qui descend. Donc là par contre on était plutôt sur des entrées de shorter à ce point là. Et ici, open interest qui augmente, mais plutôt sur un funding qui descend également. Donc on avait aussi un niveau de shorter à ce niveau-là. Donc voilà, ici on a rajouté des niveaux, vous le voyez, à la baisse. Enfin, si on voulait venir nettoyer ces liquidités-là ou venir prendre ces stops, on pourrait le faire. Par contre, ce qui est encourageant, c'est qu'on a rajouté également des niveaux en short et qui nous rapprochent un petit peu de cette target, plus ou moins des 20 800 pour un rebond technique. On continue sur Ether. Ether, on va faire le refresh aussi. Hop. Alors Ether, on voit quand même un emballement de l'open interest ici, c'est ce que je vais vous montrer. Hop, alors là, on est bien en 5 minutes, on va se mettre en 15 minutes, ce sera peut-être un peu plus... Voilà, si on peut tout afficher, ça serait vraiment bien. Alors, excusez-moi, donc du coup, on voit un emballement ici quand même vous le voyez là, ici, très bien, de l'open interest. Donc ça, on va regarder comment ça s'est fait, cette histoire. Globalement, la dernière vidéo, elle avait été faite par ici, donc ça, on peut l'enlever, ça a été pris, ça aussi, et ça aussi. Ici, un plateau d'open interest avec plutôt du shorter. Vous voyez que c'est ce qu'on a short squeezé par la suite. Globalement, ici, également, augmentation de l'open interest très légère en longue. Donc, on est venu chercher ces longues avec ce mouvement-là. Ici, l'open interest qui augmente. Sur du short, donc on avait un point de short à prendre ici. Ici, open interest qui augmente, mais sur du long. Donc, on aura un point de long à prendre ici, sur ce
ce point-là, on va le mettre en rouge. Ensuite, ici, on a un open interest qui augmente fortement. D'abord sur du short, donc c'est ce qu'on s'est occupé de nettoyer ensuite. Mais ensuite, vous le voyez sur du long, puisque tout au long de tout ce mouvement-là, eh bien, on a une augmentation du funding qui revient quasiment au positif. Donc concrètement, on aura un niveau de long que je considère assez fort, à venir prendre à peu près par ici. Donc on va le mettre en 2 pixels puisqu'il est assez fort. Donc 1518 comme target de retracement sur Ether, et vous vous rappelez qu'on avait annoncé les 1700 éventuellement comme target ici de... alors je sais pas pourquoi il a effacé mon niveau, on était sur cette target là ici, un point assez important, et on était sur ici du deleveraging, mais vous voyez que le funding augmente, donc on avait ici, on les a pris des niveaux de long à prendre. Et je crois que c'est sur ce mouvement-là, non, c'est pas celui-là. Je pense que c'est donc du coup sur celui-là. Oui, bah ce niveau a été pris. Donc nous, on n'a rien à prendre au 1007, a priori, sur, Ethereum. La heatmap, je vous l'ai déjà montré. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour ici de l'histoire. Est-ce qu'on va faire du Glassnode ou pas? Vidéo de 20 minutes. Ouais, peut-être qu'on peut faire des petites news. News sur Avax, il y a en FUD en ce moment sur Avax. Alors moi, je suis allé voir toutes les vidéos là de ce mec-là. Globalement, en fait, le FUD, c'est de dire qu'il y a un avocat qui a essayé tout simplement d'intimider tous les adversaires de Avax, etc. Donc là, on rentre vraiment dans les méandres des entreprises crypto. C'est assez dégueulasse à regarder, globalement. Puis même, moi, je suis toujours pas très à l'aise à l'idée de regarder un mec qui a été filmé à son insu, puisqu'on peut lui faire dire un petit peu tout ce qu'on veut. En plus, avec, on le voit que vraiment tout est coupé, hein, donc pour faire parler quelqu'un, bon, il suffit d'enlever les questions et vous aurez les réponses que vous voulez. Mais globalement, voilà, on a un des avocats de Avalabs, donc qui a en fait globalement expliqué à quelqu'un avec qui il était en rendez-vous qu'il avait fait des opérations d'intimidation sur notamment ICP et d'autres cryptos. Voilà, il y a eu des démentis, etc. Avax perd 10 ou 11%. Personnellement, je suis pas sur Avax, mais par contre, je suis positionné à l'achat pour les $16. Donc voilà, bon, ça peut permettre d'y aller plus vite que ce qu'on aurait pensé. Mais globalement, voilà, je trouve pas que le FUD soit si énorme que ça. Personnellement, voilà, pour moi, c'est pas un énorme leaks qui peut remettre en cause tout le monde de la crypto. On sait que c'est pas un monde facile. Donc tout simplement, ici, rien de bien méchant de ce côté-là. Est-ce qu'on passe faire le Glassnode? Oui, on va le faire pour ceux qui ont envie de rester ici avec nous, etc. Aujourd'hui, on a eu la newsletter de Glassnode, donc du coup, on a eu des charts auxquels normalement on n'a pas accès, tout simplement, puisque normalement, ce sont des abonnements qui sont plutôt payants autour des 700-800$ le mois. Donc c'est toujours intéressant à regarder. Ici, on regarde quoi? Le lifespan. Le lifespan, c'est quoi? C'est tout simplement combien de jours ont été gardés les coins avant d'être vendus, hein, en output. Là, on regarde le output, donc du coup, c'est à la vente. Et vous voyez qu'ici, on a eu un pic, effectivement, de coins qui étaient très vieux et qui se sont positionnés à la vente. Donc c'est intéressant à voir. Et ici, vous voyez également qu'on a une hausse de ce point-là. C'est-à-dire qu'on a des coins qui sont assez vieux, qui se réveillent. Le problème du lifespan, c'est qu'il est pas, si vous voulez, il est pas... il est pas mis avec les volumes, on n'a pas quelque chose qui est pondéré par les volumes, donc en gros c'est juste un nombre de jours additionnés en fonction de ce qu'il est fait, mais il n'est pas du tout corrigé par le volume en Bitcoin de ce qui s'est mélangé. Donc là vraiment on a une donnée, on va dire juste de dire ah tiens on a des coins qui se réveillent, qui sont un petit peu vieux aujourd'hui. Mais si on regarde ici la même métrique mais pondérée par les volumes, ce qui est plutôt la dormance. Alors comment ça marche la dormance? C'est tout simplement ça compte un petit peu des CDD, des Coin Days Destruction. Et en fait, l'idée ici, c'est que si jamais je garde un BTC pendant un jour et que je le vends, je vais créer un CDD, c'est-à-dire un Coin Days Destruction. Donc ça veut dire que je vais avoir une vélocité de transfert des BTC qui est très forte, et ceci est bien entendu l'inverse de la dormance. Quand on a une dormance très basse, ça veut dire que tout simplement les coins ne bougent pas, et quand on a une dormance très haute, c'est qu'on a un réveil des coins qui étaient plutôt vieux, ou en tout cas du volume, beaucoup de volume, qui tout simplement nous emmène vers ça. Donc en l'occurrence, là on voit que cet énorme spike déjà qu'on voyait, qu'on identifiait sur le lifespan est plutôt en fait sporadique, et on voit
voit également que cette espèce de gros réveil là ici, en fait, quand il est pondéré par un volume en BTC, puisque le Coindesk Destruction est pondéré par un volume en BTC, est plutôt faible. Ici, même chose, mais on regarde du coup des Coin Year Destroyed, c'est-à-dire c'est exactement ce que je vous expliquais. J'achète un Bitcoin, je le garde pendant 3 jours, un Bitcoin, hein, et c'est important si j'avais acheté, imaginons que j'achète 2 Bitcoins, je les garde pendant 3 jours, du coup je les vends, j'ai créé 6 Coindesk Destruction. Là en gros c'est sur une moyenne et c'est des years, donc on multiplie par 365 tout simplement, et on voit que ici on trouve des bottoms en général quand la Coin Years Destruction est minimale. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça veut dire que si on est en bull run et que j'ai des bitcoins depuis très longtemps, je vais avoir tendance à prendre du profit, donc créer de la CDD, créer de la Coindesk Destruction, donc c'est ce qu'on voit ici tout à fait bien sur cette trend là, sur le dernier bull run, c'est ce qu'on a vu, et ici on voit plutôt ce ratio qui se calme. On a eu ici sur la chute qu'on appellera la chute Celsius, la liquidation Celsius, ça c'est la chute Luna, ça c'est la chute Celsius. On a eu ici un petit retour de Coindesk Destruction, mais vous voyez que depuis on ne voit même pas en Coindesk Destruction cette espèce de petit spike qui est le retour de ces coins à la vie. Ça c'est une métrique que je regarde souvent, mais du coup je vous la repasse ici. J'ai bien aimé parce qu'ils ont rajouté une moyenne sur 7 jours, donc du coup on enlève un peu de bruit là quand on regarde tout ça, et vous voyez qu'on revient, à chaque fois qu'on revient toucher le zéro, on a tout simplement ici, donc qu'est-ce que c'est le Net Realized Profit and Loss? C'est j'ai acheté un coin à tel prix, au moment où je le vends, est-ce que j'ai réalisé un profit ou une perte, qu'est-ce que ça montre sur un graphique où on fait une moyenne de tout le monde tout simplement. Donc là en fait c'est les coins qui sont vendus, à quel prix ils ont été achetés et est-ce que les gens sont en profit dessus. Vous voyez que sur des grands bull runs on est bien sûr sur des gros profits, et vous voyez qu'en ce moment sur des épisodes de capitulation, on a eu 2 très gros épisodes de capitulation ici, et finalement la dynamique, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on revient toucher le zéro, c'est-à-dire qu'on a des gens qui vendent à break-even, et ça nous empêche ici de bien entendu repasser en profit, donc avoir une action de prix qui est relativement intéressante vers le haut. Donc ça c'est une dynamique de bear market qui est normale, c'est-à-dire que tout simplement à chaque fois que là je me suis fait peur, par exemple j'avais acheté du BTC exactement ici à ce point là, et bien au moment où on revient à mon point d'achat, je revends, et donc du coup ça crée des dynamiques de baisse successives parce que la conviction du marché n'est pas bonne, et que ceux qui ont des coins depuis longtemps ne voient pas du profit dans le futur mais pensent plutôt qu'il est temps de sortir leur achat à break-even. Ici, c'est le SOPR, donc c'est le Spent Output Profit Ratio. Globalement, comprenez-le comme un ratio qui correspond un petit peu, plus ou moins, à ce que je vous expliquais par rapport au Net Realized Profit and Loss, donc le ratio qu'on a vu juste avant. Globalement, ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit simplement que sur les long-term holders, donc quelle est la définition de long-term holder? C'est quelqu'un qui a un Bitcoin depuis plus de 5 mois à la date d'aujourd'hui. Donc si vous avez un Bitcoin depuis 5 mois et un jour, vous venez juste de passer long-term holder, et en l'occurrence, ici depuis plus de 5 mois on voit que à peu près 40% des long term holders sont en perte. Et sur théoriquement des bottoms de marché, vous voyez qu'ici on était plutôt à 60%, ici on avait touché également les 40, ici on avait touché les 40, globalement on sait qu'on est proche éventuellement d'un bottom, ici en tout cas si on regarde ici le bottom de 2015 et le bottom de 2018-2019, globalement on sait qu'on est sur des moments par rapport à cette métrique là, donc le SOPR des long term holders relativement proche du bottom. Ici, c'est la même chose, mais en fonction de bandes de profit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, à l'instant T, les coins étant mis à la vente, qu'est-ce qui est vendu et à quelle bande de profit ces gens-là ont gagné. Vous voyez ici la bande rose qui est fortement importante, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont en perte de plus de 80%, qui sont positionnés à la vente ici sur ces prix-là, et y compris même sur la remontée, vous le voyez là, mais cette bande est plutôt sporadique. Globalement, tous ceux qui vendent sont plutôt positionnés entre moins 20% et moins 50% de vente, de perte, je veux dire. Et vous voyez qu'ici, on a des gens également qui vendent, bien entendu, dans le même temps, mais qui sont, eux, en profit de 100 à 500%, vous le voyez. Donc ça, c'est plutôt dans cette idée que je vous disais que des coins reviennent éventuellement à la vie et qui sont plutôt vieux. Là, on a des gens qui se disent, bah tiens, je pense que c'est peut-être plutôt un bon endroit pour prendre du profit sur mes bitcoins, par exemple, que j'avais acheté, je sais pas, en 2017, parce que, bon, je me fais un petit peu peur, voilà, je considère ici que c'est pas mal de sortir un petit peu. Donc ça nous en dit beaucoup, tout ça, sur les convictions du marché. On voit que c'est
c'est un marché fébrile où il y a assez peu de demandes. On voit que ceux qui ont acheté malheureusement et qui sont en perte sont positionnés sur ces gros épisodes de capitulation ici à la vente, mais c'est ce qu'on recherche dans un bear market. On cherche à faire souffrir et à faire vendre ceux qui ont beaucoup de cash ici veulent acheter des BTC moins chers, donc du coup on cherche bien entendu à pousser le prix vers le bas de manière à avoir des gros épisodes de capitulation. Globalement, l'épisode de capitulation de 2019 était plus important. Globalement, celui de 2015 était moins important. Donc vous voyez qu'en termes de pic de capitulation, on est pile poil au milieu des trois, c'est-à-dire qu'on est à un 2 sur 3, celui du Covid étant vraiment pour lui-même sporadique, puisqu'on n'est vraiment pas resté longtemps dans cette espèce de bande vers le bas. Voilà, c'était tout pour cette analyse Glassnode. Merci à Glassnode de nous fournir ces données et puis de tout simplement nous aider un petit peu à comprendre quelle est la conviction de l'offre et de la demande, quelle est la structure, et pour moi, ces données-là donnent des grandes informations sur le sentiment de marché. Vous savez que nous, on fait des analyses qui sont fondamentales, techniques et de sentiment. Donc ça me paraît ici très important de le regarder. On va rejeter un œil, puisqu'on est en fin de vidéo, sur le momentum en 4 heures, pour voir si on a un retournement. Non, vous voyez qu'on rampe en haut, là, ici, au niveau du Cypher. Globalement, on a la vague ici qui est quand même un petit peu en train de s'affaiblir, mais c'est pas méchant. On va regarder en 6 heures, si c'est le cas aussi. 6 heures, on a un petit croisement, là, ici, mais voilà, vous voyez on pourrait très bien, comme je vous le disais, voilà, faire quelque chose comme ça. Ce qu'on voudrait, c'est éventuellement, ici, retrouver aux 20 365 $, un petit peu de punch pour aller aux 21 000, 20 800, 21 000 par là. Voilà, pour le moment on a quand même eu par rapport au retracement dont on parlait hier, on parlait des 20 800 hier, on est monté aux 20 576, on n'est pas très loin de la target, hein, vous le comprenez que voilà, on pourrait très bien ici se retourner, hein, tout à fait, voilà, parce que pour moi le signal c'est quand le stochastique en 4 heures ou en 6 heures commence à plonger tout simplement ici en dessous des 80, vous avez le signal qu'on va probablement faire un retracement jusqu'en bas au niveau du stochastique, donc sur le prix, un retracement bien entendu un petit peu plus important. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc vous le voyez, c'était principalement ici du Glassnode et de la devise aujourd'hui, on a un petit peu dérivé là-dessus, mais voilà, intéressant à regarder. Et puis bien entendu cette idée de la stablecoin dominance qui pour moi une fois pour toutes, au moins pour vraiment poser le fait que cette corrélation inverse de la stablecoin dominance avec le prix du BTC dans ce canal haussier qui est un formidable un formidable signal qui tient depuis tout simplement 2018 et c'est vraiment ici des points formidables. On sait ici que soit on retourne un petit peu faire un double bottom ou un point au 14 et ensuite on aura un bull run, à minima comme celui de 2019, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que voilà, quelque chose comme ceci, où on était quand même passé des 3 000 $ aux 14 000. Donc ça nous donnerait un 80 000 sur BTC, voilà, un nouveau retest, tout simplement de la TH, si on compte un petit peu, voilà, ce type de mouvement. Mais voilà, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant ici de suivre ce canal, notamment, qui est vraiment superbe, et de suivre la stablecoin dominance au jour le jour pour essayer de comprendre ce que va faire tout simplement Bitcoin. D'ailleurs, on va l'analyser rapidement, tout simplement, la stablecoin, histoire d'être complet. Donc vous le voyez, moi le problème c'est que je fais des vidéos longues, mais juste parce que je m'emballe en fait. Et donc du coup ici voilà, j'avais parlé hier d'un potentiel retest sur ce flag. On était dans un tout petit flag. Là vous comprenez que hop, on était en haut ici du canal, on s'est fait rejeter, comme on le voulait. On avait fait ce flag quand même là-dedans, qui est relativement propre. Donc du coup, on avait pris la target de flag tout simplement de la stablecoin dominance qui était ici pour la ramener là, et ça nous ramènerait tout simplement à on a cassé ici, ça nous ramènerait en haut du flag, et ça nous ramènerait une stablecoin dominance qui est équivalente à celle du 18 juin 2022 à 20h, et le 18 juin 2022 on serait légèrement en dessous en fait, voilà, on serait plutôt au 19 juin, voilà. Et le 19 juin 2022 à 20h, on devait être autour des 18 000 $. Donc tout ça, bien entendu, n'est pas linéaire, puisque la dominance de Bitcoin évolue aussi dans le temps. Vous comprenez que la dominance de Bitcoin, en ce moment, elle est plutôt à la baisse. Donc on pourrait se dire que finalement, une stablecoin dominance pourrait emmener Bitcoin à des prix inférieurs, 18 500. Pour moi, c'est une bonne target sur ce mouvement-là. Voilà, donc on suivra ça de très près.
On suivra l'éventuel retournement avant les 20 800 ici. Donc nous, on voulait que ça vienne jusqu'au 20 800 où on était à 250 $ ici de l'histoire. Bon, ben on l'a pas fait. Je pense que ça peut y aller quand même, hein. C'est-à-dire que c'était l'idée ici, vous aurez votre signal avec le stochastique en 4 heures, et puis éventuellement un retest des 19, voire une mèche juste en dessous, histoire de venir choper toute la liquidité qui se trouve là. Si jamais on perd ça et qu'on va carrément taper en dessous des 17, et ben pour moi, on a des chances quand même ici d'aller percer le tout et d'aller à 14. On a aussi une inversion du sentiment dès qu'on est en dessous des 20 000 $, donc on risque ici, si on va à 19, tout simplement d'avoir énormément de shorters, y compris dans la semaine, hein, là c'est pas forcément un truc de week-end, mais d'avoir énormément de shorters qui se réveillent. Donc du coup, ça peut être super intéressant pour rebondir ensuite, prendre leur liquidité, revenir chercher. On sait déjà que ici, autour des 25, on a désormais une jolie heatmap qui peut nous donner un rebond au-dessus des 25 tout simplement. Donc on risque d'avoir des gens ici qui vont mettre des stop-loss et des points de liquidation, des endroits où ils sont liquidés, au-dessus du prix. Voilà, à voir dans le temps. Pour l'instant, on fait au jour le jour. Hein. Vous savez que tout simplement, ici, on a une analyse long terme, mais on la fait aussi évoluer en fonction du jour. Encore que c'est relativement quand même la même ici pour nous depuis un bon moment. L'analyse long terme, c'est un retour aux 30 000 avant un éventuel bottom entre 17 et 14, potentiellement jusqu'à 12. Voilà, c'est ça un petit peu le... Mais on pourrait rebondir ici et retaper un double bottom même au 17 et même maintenant. Mais en tout cas, sur nous, notre analyse, on va dire, de vague globale, on n'est pas tout à fait là-dedans. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, activer la cloche de notification, éventuellement nous rejoindre donc sur le Discord dont le lien est en vidéo. Vous avez aussi bien sûr tous les liens affiliés de la chaîne si vous souhaitez, si vous souhaitez déjà pour vous-même tout simplement acheter quelque chose, c'est-à-dire un abonnement à quelque chose ou ouvrir un compte, etc. L'idée étant pas ici même de rétribuer la chaîne, mais tout simplement de faire un clin d'œil, c'est-à-dire que vous profitez d'un bonus, vous profitez d'un abonnement, vous profitez d'un bouquin sur Amazon, je ne sais quoi, qu'est-ce. Et du coup, ça vous permet en même temps d'être sympa avec la chaîne. C'est ce qui s'appelle l'échange mutuellement avantageux et je suis complètement partisan de ça. Je vous laisse là, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai pour habitude de demander un commentaire à la con aux gens qui suivent les vidéos de Crypto Signal. Le commentaire à la con du jour sera... Est-ce que vous avez des bonnes résolutions, tiens, pour la rentrée? Est-ce que au 1er septembre, vous vous êtes donné, donc après-demain, des bonnes résolutions pour recommencer, on va dire, une année scolaire, prendre votre cartable et être bien dans cette nouvelle année scolaire. C'est tout pour moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC face au dollar. À bientôt, ciao.